Bonjour, nous allons attendre une minute ou deux que tout le monde puisse se connecter et nous allons lancer le webinaire. Nous allons démarrer la session dans une minute. Compte à rebours a commencé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de participer à nos sessions thématiques organisées par les sociétés Sitwell et Anaplan. Nous avons l'immense privilège de recevoir ce matin la société Ingenico qui va nous parler de son projet de transformation, de mise en œuvre de son process Essenopi. Et les intervenants ce matin seront, et je les laisse se présenter, Kenza, Julien, Antoine. Donc, je commence peut-être. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation aujourd'hui. Donc, moi, je suis Kenza Malouf, chef de projet Supply Chain chez Ingenico que j'ai rejoint en 2019. Je suis aujourd'hui en charge donc, du projet Essenopi et de l'implémentation de la solution Anaplan dans l'équipe de Julien. Et avant cela, j'étais dans le conseil en opération et supply chain chez EY. Bonjour à tous, donc Julien Mater, aujourd'hui je suis directeur des projets industriels chez Ingenico, anciennement directeur Supply Chain Group et j'ai une longue expérience en supply chain et opération. Bonjour à tous, Antoine Bernard, directeur général de Sitwell Consulting. Donc j'ai l'immense plaisir d'être ici présent avec vous pour être le porte-parole à la fois de toute l'équipe qui a contribué à ce beau projet de déploiement du Essenopi dans Anaplan, mais aussi d'être le porte-parole, excusez-moi, de nos expériences en matière de déploiement de Essenopi et de digitalisation de ce processus. Merci. Et donc, Bertrand Sulliot, je représente Anaplan où je suis en charge des sujets supply chain planning pour cet éditeur. Donc, ce matin, nous allons échanger avec Ingenico, comprendre effectivement qu'est-ce qui les a amenés à commencer ce projet, comment il s'est déroulé et les enseignements qu'ils ont pu en tirer pour partager cette expérience avec vous. Il est important pour nous de recevoir vos commentaires, mais aussi vos questions, de rendre cette session interactive. Nous avons prévu un temps à la fin de la présentation, de la session, pour échanger avec vous et répondre à l'ensemble de vos questions. Mais pour donc commencer cette présentation, Julien, peut-être quelques mots à propos de Ingenico et les raisons qui vous ont amené à considérer donc la mise en œuvre de ce processus Essenopi dans votre entreprise. Oui, avec plaisir Bertrand. Alors d'abord, Ingenico, de quelle société on parle? Donc c'est une société qui a été fondée en 1980. C'est un Français et leader mondial sur le marché des terminaux de paiement, donc c'est important à signaler. Une entreprise présente partout dans le monde. Et Ingenico, c'est aussi un objet que vous utilisez au quotidien, hein, le terminal de paiement, chacun le connaît. Nous en produisons à peu près 6 millions d'unités par an sur 4 sites de production, 3 en Asie, 1 au Brésil, qui sont à chaque fois des sites de production en sous-traitance. Donc voilà un petit peu pour la carte d'identité de notre société. Je pense que tu peux… Voilà. Alors maintenant, si on introduit un petit peu
la façon dont on est organisé chez Ingenico. Donc, d'un côté, nous avons des filiales de vente qui sont réparties dans le monde entier et qui ont en charge le rôle d'interface client. De l'autre côté, on a des activités, des équipes centrales qui ont en charge de consolider les activités industrielles en interface avec donc les usines avec lesquelles nous sous-traitons nos productions. Si on regarde maintenant d'un point de vue des outils, tout l'aspect transactionnel est assez classiquement confié à SAP, donc tous nos achats-ventes sont gérés dans SAP. Et quant au process et SNOP, les données d'entrée sont générées dans Salesforce par les équipes commerciales. La donnée de sortie du SNOP, en l'occurrence un master planning, est gérée dans un outil propre, un développement propre, qui est un outil relativement basique, hein, vous le voyez ici sous le sigle APS. C'est un outil assez basique qui nous sert avant tout de partage d'informations entre les équipes en filiale, les équipes centrales et les usines. Alors, quelque chose qui m'a pas mal interpellé moi, quand j'ai rejoint Ingenico, c'est en fait l'organisation en filiale dans mes entreprises précédentes. Étant toujours en centrale, j'avais été habitué à être interfacé avec typiquement 3 régions de vente, l'Europe, les Amériques et l'Asie typiquement. Et là, en fait, en arrivant chez Ingenico, j'ai été confronté à une diversité beaucoup plus importante et un lien direct entre les équipes centrales et les pays, en l'occurrence une quinzaine de pays ayant un rôle de décision dans le processus SNOP avec une gestion de stock et une gestion des clients qui sont dans leur géographie. Donc vraiment une richesse d'échanges très importante dans l'entreprise. Et si on regarde un petit peu historiquement, dans les années 2010, l'histoire d'Ingenico a été marquée par une forte croissance grâce à une forte autonomie laissée à chacun de ces pays et une très grande agilité de la supply chain pour être capable de capter toute nouvelle opportunité. Mais en fait, cette agilité supply chain, elle s'est aussi traduite par un certain, je dirais, plafond de verre en ce qui concerne notre performance au niveau du niveau de stock. Et vous le voyez dans le petit graphe là sur le bas. On a tourné sur toutes les dernières années avec un niveau de stock autour de 80 jours à peu près, bon, ce qui n'est pas dramatique en soi, mais ce qui laisse place à une forte possibilité d'optimisation. Et donc, c'est ce que nous avons cherché à faire à partir de maintenant. Nos relais de croissance ne sont plus forcément dans la croissance des volumes sur le hardware, mais davantage sur le service. Et donc, s'agissant du hardware, il convient d'optimiser cette activité. Et une des premières pistes d'optimisation consiste évidemment dans la réduction de la couverture de stock de notre activité et permettant ainsi de générer du cash au sein de l'entreprise. Donc, ceci étant dit, donc Bertrand, tu peux passer, voilà. Quels sont les problèmes que nous avons cherché à résoudre? Donc, au-delà de l'objectif annoncé de réduire drastiquement notre niveau de stock, quels problèmes opérationnels avons-nous cherché à résoudre? Bon, le tout premier, c'est vraiment l'interaction entre les différents systèmes. Dans le monde d'avant, tous les outils que l'on utilisait, et y compris évidemment Excel, tout à l'heure je ne l'ai pas précisé, mais entre les données d'input du process SNOP, Salesforce et la donnée de sortie Master Planning dans notre outil APS, tout ce qui se passait entre les deux n'était on va dire qu'une collection de fichiers Excel qui évidemment ne se parlaient pas les uns aux autres. Et donc typiquement,
quand vous êtes par exemple un planificateur dans les équipes centrales, vous recevez des demandes de la part des filiales, mais vous êtes incapable de savoir si derrière ces demandes, y a-t-il une commande client ou tout simplement, s'il n'y a pas de commande client, quelle est l'opportunité, quel est le client pour lequel vous réalisez cette production. Donc un manque de transparence, de partage d'informations, tout simplement lié au fait que les différents systèmes ne communiquent pas entre eux. Donc ça, c'est vraiment le premier point, cette intégration des différents systèmes. Et typiquement, un comportement, je dirais, standard, c'est quand une filiale fait face à une nouvelle opportunité, en général, l'information était très vite connue, tout le monde se mettait en quête pour répondre à cette nouvelle opportunité, mais on oubliait de se poser la question, généralement, quand une nouvelle opportunité se dégage par rapport à un forecast, très souvent, il y a aussi une autre partie du forecast qui, lui, ne va pas se réaliser, et on oubliait à peu près toujours de traiter cette partie-là qui ne se réalisait pas, et donc évidemment, le résultat se retrouver dans les stocks et dans ces fameux 80 jours de stock que je vous montrais précédemment. Et si on fait un petit zoom sur les données de Sales Forecast, eh bien, en fait, ces données-là, elles n'étaient ni formalisées. Évidemment, on ne mesurait pas la fiabilité de ces sales forecasts. Il n'y avait pas non plus de réconciliation entre les données de sales forecast et les données de commande client. Et pas de réconciliation non plus avec, entre on va dire les données qui nous venaient du sales forecast et la réalité des productions ou la réalité d'une roadmap produit. Donc énormément quelque part de rupture de chaîne un petit peu dans le traitement des informations, et on n'avait pas de moyens efficaces de traiter toutes ces ruptures-là. Donc voilà un petit peu pour dresser le contexte du projet, ce qui nous a amené à déclencher ce passionnant projet. Parfait, merci pour cette introduction, Julien. Antoine, représentant effectivement Sitwell, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment, de connaître un petit peu mieux votre cabinet, mais aussi de voir dans quelle mesure vous avez construit une stratégie particulière d'accompagnement compte tenu de ce contexte et de ces enjeux. Oui, Bertrand, donc pour présenter brièvement Sitwell Consulting, donc nous sommes un cabinet de conseil en management qui intervient sur finalement l'ensemble de la chaîne de la valeur, donc jusqu'au client et même jusqu'aux patients, parce que nous intervenons beaucoup dans l'univers de la santé, notamment dans les établissements de soins et au niveau des industriels pharmaceutiques. Ce qui est important aussi, c'est travailler aussi en intégrant des objectifs forts qui sont de plus en plus prégnant sur finalement l'économie circulaire, donc en particulier, et en règle générale sur le RSE. En fait, on a une ambition qui est claire, c'est vraiment d'aider nos clients donc pour diffuser des solutions qui concilient économie des ressources, innovation technologique et mobilisation des organisations. Maintenant, si on fait un petit peu un focus sur une des parties que vous voyez qui s'appelle digitalisation des processus. Alors chez nous, digitalisation des processus, c'est quoi? Donc au-delà de la transformation des organisations et des processus aidés par les systèmes d'information, on s'est rendu compte que l'arrivée des outils qu'on appelle des EPM comme un appelant permet par rapport finalement à des logiciels plus classiques de répondre à un certain nombre d'enjeux. Voilà, d'enjeux, notamment, on va en parler autour des processus S&OP qui ne sont pas forcément tous, finalement, très bien gérés ou avec des logiciels qui ne sont pas forcément tous adaptés à ce type de processus. Et l'arrivée des solutions de type Anaplan nous permet finalement de se mettre en mode de marche avec un client pour tester rapidement des processus avec des outils fortement personnalisables. Si on parle un petit peu du projet, Bertrand, voilà. En termes d'organisation. Donc, ce qui est important, c'est Sitwell, on se positionne autour de ces projets-là avec finalement
une forte combinaison entre finalement notre expertise métier en supply chain et notre expertise en termes d'intégration de solutions de type Anaplan. Et voilà, c'est ce qui fait peut-être notre singularité sur ce type de projet. Là, vous voyez donc un schéma global de démarche qu'on a initié. Donc, on viendra un petit peu sur ce projet-là avec, avant de rentrer, j'allais dire, bille en tête sur des phases de design et build, comme le veut la démarche Anaplan. Ce qui était important pour nous, c'est initier une phase de scoping, donc pour finalement bien comprendre les processus chez Ingenico, et puis derrière préparer cette phase de design et build qui initialement était autour du lot 3, mais vous verrez, donc on est dans une démarche agile et au fur et à mesure du projet, il y a eu une réorganisation de ce projet. Un aspect de change qui nous paraît important parce que Julien et Kenza vont développer, c'est le projet embarquer beaucoup d'acteurs. On parle au moins d'une centaine de personnes entre l'équipe projet, les sponsors, les key users, les users au niveau des pays et des régions. Donc, il nous paraissait important, donc, avec Ingenico, de travailler cet aspect de change. Mais cet aspect de change pour finalement transférer un certain nombre d'outils de change aux personnes, aux collaborateurs d'Ingenico pour qu'ils prennent en charge ce change. Donc, au travers des outils classiques de cartographie des acteurs, donc d'impact au change. Et puis, il y a aussi un volet très important qui a été mis en place autour de la communication. Une fois que les go live étaient prononcés, une phase d'hypercare importante, on viendra dessus. Et en ce moment, nous sommes dans une phase de knowledge transfer. Donc, knowledge transfer, c'est quoi? C'est comment s'assurer que les équipes Ingenico, notamment au niveau du core team, de la core team, excusez-moi, sont prêts, sont formés, ont la bonne documentation technique pour se dire, maintenant, c'est bien à cette équipe-là de continuer les futures évolutions du système d'information. Parfait, merci Antoine. Merci pour cette présentation générale du contexte du projet. Ce que je propose, Julien, peut-être, c'est de revenir un peu sur le détail de votre process SNOP et voir aujourd'hui, en termes de processus, comment tout ça s'est organisé. Oui. Alors, donc là, vous avez l'image du process SNOP que nous avons mis en place à travers ce projet. Donc, les activités se divisent. Sur le haut, vous avez les activités préparatoires au SNOP, donc qui peuvent être faites, je dirais, à peu près à tout moment. Ce sont des activités préparatoires. Pour donner quelques exemples, eh bien, on va charger dans le SNOP une trajectoire de revenus pour l'ensemble de nos géographies. On va également charger des données top-down sur les volumes attendus. Donc pour représenter des plans, on va préparer des plans moyen long terme que l'on va également donc charger dans l'outil. On va parler de stratégies de couverture de stock qui peuvent être à la fois très générales, donc définir une stratégie de stock pour l'ensemble d'un pays, mais on va pouvoir aussi zoomer sur des produits particuliers si on veut adapter cette stratégie selon tel ou tel produit. Donc tout ça sont des activités préparatoires qui peuvent être faites à tout moment. Et puis ensuite, on a le process SNOP en tant que tel. Donc ce process-là, en fait, on le démarre chaque premier du mois. On a assez classiquement un système de cut-off au premier du mois. Donc chaque premier du mois, on remet, on va dire, les compteurs à zéro. On recale toutes les données, que ce soit les données de stock, de plan de vente, de plan de supply, pour avoir un cut-off clean au début de chaque mois. Et donc, c'est l'ouverture d'un nouveau round de SNOP chaque mois. Et ensuite, le process SNOP se déroule en 2 semaines. Une première semaine dédiée à la qualification d'un plan de vente, donc une semaine centrée autour de la demande et une seconde semaine centrée autour de la supply.
Si on regarde un petit peu plus dans le détail des différentes boîtes qui composent ces activités, alors au niveau de la semaine demande, tout commence par faire un petit peu un état de l'art, comprendre quelle est la donnée qui nous vient de Salesforce. Donc, c'est le bottom-up forecast nous vient de Salesforce. Et donc, quel est le niveau de visibilité que l'on a dans Salesforce? Et à partir de cette compréhension-là, chaque pays va pouvoir quelque part combiner dans nos outils la vue bottom-up qui vient de Salesforce avec la vue top-down qui aura été préparée au préalable dans l'outil. Ensuite, il y aura des revues beaucoup plus détaillées de la demande, opportunité par opportunité, pour éventuellement sélectionner telle opportunité qui ne faisait pas partie du plan de vente et le forcer dans le plan de vente, ou vice-versa, une opportunité qui par défaut était embarquée dans le plan de vente et le faire sortir du plan de vente parce qu'on va juger cette opportunité-là trop risquée. Donc, une première étape est très, je dirais, très globale, très statistique, et consiste à faire une combinaison des informations bottom-up, essentiellement pour le court terme, avec les informations top-down plutôt sur le moyen long terme. Et ensuite, une fois cette première opération un petit peu globale faite, on passe, je dirais, aux finitions avec une revue très détaillée des opportunités, potentiellement ligne à ligne, suivant les pays. On a des comportements qui sont assez différents. Tout ça, on va le comparer avec un revenu cible, et puis les pays vont être amenés à se prononcer sur ce qu'on appelle, nous, des big bets, donc un peu des paris que l'on va faire sur le forecast pour pouvoir matcher le mieux possible les cibles de revenus qui sont attendues de chaque géographie. Tout ça s'accompagne d'un certain nombre de points de contrôle. On va par exemple comparer bien le forecast avec les commandes clients, ou on va comparer le forecast avec les ventes passées pour vérifier la cohérence de tout cela. Et puis à la fin de ce process-là, on va avoir un sign-off, un tampon qui va être apposé par les équipes commerciales sur ces données-là. Et une fois que la demande a été qualifiée et tamponnée par les équipes, par les responsables commerciaux, alors là, on bascule davantage dans le monde de la supply. On va s'assurer que les part numbers, les SKUs sont correctement alignés entre la vue demande et la vue supply, pour s'assurer que on est bien exactement sur le même référentiel produit. Et quand le référentiel produit est parfaitement nettoyé dans l'outil, on va basculer sur le traitement de supply et ajuster nos plans de supply en fonction des plans de vente et des stratégies de stock qui ont été paramétrées. Tout ça se concluant par une revue exécutive à la fin pour finalement donner un petit peu toutes les directions, tous les gaps que l'on a pu rencontrer au cours du process, entre plan de vente, plan de revenus, entre plan de vente et plan de supply, trajectoire de stock, et voilà, donner une vue synthétique de toutes les dimensions du SNOP. Je vais passer à la suite. Donc, au niveau, si on regarde maintenant ce que nous avons implémenté d'un point de vue système, là, ça ne vous surprendra pas, hein, ce que l'on a cherché à faire, c'est évidemment de connecter les différents systèmes. Et vous voyez, on a utilisé Anaplan comme étant un petit peu à la croisée des chemins, intégrant des données des différents systèmes, donc de Salesforce, de SAP et de notre outil servant à gérer le master planning. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est que nous avons choisi pour la plupart on va dire des chemins unidirectionnels. Donc ça a été aussi un choix dans l'implémentation de l'outil. Donc Anaplan se nourrit de tous les outils et va permettre de comparer différentes vues et d'intégrer toutes les informations en une vue unique dans le cadre du SNOP. Et le seul outil avec lequel on a une boucle retour en place concerne
les activités de planning industriel, où là, tout ce que l'on va faire dans un appelant va se réinjecter dans l'outil de planning industriel et vice-versa, je dirais un petit peu en boucle fermée. Voilà la suite, Bertrand. Et maintenant, si on superpose la vue process avec la vue système, donc ça donne ce petit diagramme synthétique où donc le propre de ce que l'on va chercher à faire dans le cadre du SNOP sur un appelant, c'est donc cette réconciliation des données sales, revenus et production au sein d'un outil unique. Et donc la possibilité à tout moment de comparer, de faire converger ces trois vues-là au sein donc d'un même outil, et ce qui est en soi pour nous une sorte de révolution, vu qu'avant donc nos outils ne communiquaient absolument pas ensemble. Pour le slide suivant, et si je voulais revenir un petit peu sur une spécificité d'Ingenico, c'est un petit peu ce mélange de bottom-up et de top-down forecast. Donc on a une assez grande diversité de pays à gérer. On a 28 pays en tout à gérer au niveau du sales forecast. Et vous vous en doutez bien, donc on a des niveaux de visibilité qui sont très différents d'un pays à un autre. Et donc, on a implémenté dans un appelant une façon très, très flexible de traiter la combinaison d'un bottom-up forecast avec un top-down forecast. Donc, le bottom-up vient de Salesforce, le top-down est préparé, je dirais, en chambre, est chargé dans un appelant. Et ensuite, dans un appelant, chaque pays a la capacité de combiner de la façon qu'il souhaite les données du bottom-up avec les données top-down. Et classiquement, ce choix de combinaison, il se fait sur un périmètre de temps donné. Par exemple, on va avoir certains pays qui vont faire appel entièrement au top-down à partir de juillet 2024. On a d'autres pays qui vont se fier uniquement au bottom-up sur tout notre horizon de temps qui couvre classiquement 12 mois. On a toutes les nuances possibles dans cette combinaison, et également avec le choix de traiter cette combinaison par typologie de produits. Donc on peut très bien choisir que pour certains types de produits, on va gérer par exemple notre H2 2024 sur la base des informations top-down, et pour d'autres produits, on va gérer les informations H2 2024 sur la base du bottom-up. Et encore une fois, ces choix-là sont faits pays par pays, donc sur l'ensemble de nos 28 pays, et ça assure une assez grande flexibilité dans le traitement de l'information pour avoir au final le meilleur niveau de visibilité possible au niveau des sales, et en déduire évidemment nos plans de supply. Voilà. Parfait, merci Julien. Nous commençons à recevoir de très nombreuses questions. N'hésitez pas à continuer, a priori le sujet intéresse. Antoine, vous avez une longue expérience de la mise en œuvre de projets SNOP. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fois de l'expérience avec Ingenico et plus globalement autour de ces projets de transformation? Oui, Bertrand, donc de nombreux points que je souhaiterais aborder. Le premier, déjà, on voit très rarement le même processus SNOP d'un client à l'autre. Parfois même, par abus de langage, les gens disent qu'ils font un SNOP, mais se focalisent finalement ouvertement et trop finalement sur la partie demande. Donc, dans la partie demande, on parle d'opportunités, on parle de prévision et on parle de flux de commandes. Ce qui est important, c'est d'aller bien au-delà et donc regarder tout ce qui touche la faisabilité industrielle et pas que les histoires de capacité homme-machine, mais aussi travailler sur les ressources critiques. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, mais on voit encore trop de clients qui se focalisent pour avoir un signal très juste sur la partie demande. Mais l'important, et je crois que Julien l'a un peu dit, c'est finalement on fait des paris et c'est un peu scénarisé tout cela. Il faut se dire, il faut trouver des scénarios finalement de demande et des scénarios des réponses industrielles, et pas forcément vouloir d'avoir finalement un seul scénario et donc se dire on fait des paris.
Donc, on fait des paris en disant, il peut y avoir le scénario haut, scénario bas, scénario moyen. Et après, derrière, on les étudie et après, on en choisit un. Il est important aussi de voir que finalement, côté demande, on est peut-être moins sur un processus qu'on peut qualifier de très technique, même s'il y a des aspects de prévision statistique, mais on est avant tout sur un processus collaboratif où on va impliquer beaucoup de personnes dans l'organisation, versus dès qu'on rentre dans la partie supply, le monde industriel, on va rentrer un peu plus sur des notions de technique autour des macro-gammes, de macronomenclature, donc de lead time qui sont importants et qui nécessitent d'avoir une vision claire et exhaustive de ces données-là. Si on va un peu plus loin en termes de maturité, il y a l'étape suivante, c'est de réfléchir dans une logique qu'on appelle plus couramment Integrated Business Planning, IBP, où on va vraiment réussir à réconcilier trois mondes. Le monde de la finance, le monde finalement de la supply et de la production et le monde du commerce. Et ce n'est pas pour autant, et on le voit chez les clients chez qui on a travaillé, qu'on veut avoir un unique signal, c'est que il peut y avoir le signal côté finance, le signal côté demande et le côté commerce et le signal côté production. Ce qui est important, c'est pas faire converger tout le monde vers un signal unique, mais c'est comprendre les écarts qu'il peut y avoir et comprendre les variations et se dire, OK, j'ai compris ce que veut la finance, j'ai compris ce que veut la production, j'ai compris ce que veut le commerce, et derrière, on va s'entendre sur un scénario. Donc, si je reviens aussi sur les principes de base, c'est peut-être le danger qu'on pourrait peut-être voir autour des solutions de type Anaplan, parce que c'est très, très malléable, très personnalisable. Voilà, on peut paramétrer beaucoup de choses et très vite, j'allais dire, descendre au niveau d'un SNOP, un niveau très détaillé, j'allais dire, à la référence, donc sur certains types d'opérations industrielles. C'est revenir sur se dire comment on définit ces fameuses familles de produits, ces fameux macro-gammes. Et donc, on voit bien, il y a certaines personnes qui essayent en permanence de réconcilier finalement le SNOP avec le PDP, et donc de faire le lien systématique entre ça, entre les deux processus. Et donc, pour nous, ce qui est important, on est dans une logique de scénario. Dans le SNOP, on va définir un tunnel, de scénarios de demande et de scénarios de capacité. Et c'est ça qu'il faut se donner. Après, derrière, dans le monde dans lequel on vit, dans un monde qui est très variable, VUCA, comme on dit, on sait que très bien les choses varient, mais au moins, on s'est donné les capacités. Et après, derrière, c'est tous les processus d'ordonnancement et de planification à court terme qui doivent agir. Autre point particulier, on a chez certains clients une difficulté à faire le monde du commerce avec le monde de la supply et production au travers du langage, parce que le commerce peut s'exprimer dans un certain type de langage, de nomenclature, de famille de produits, alors que côté industriel, on peut s'exprimer sur des notions plutôt de processus. Et donc, les outils comme Anaplan permettent aussi de faire cette réconciliation, donc sans forcément descendre au niveau de la référence. Bon, avant toute chose, le SNOP, c'est un processus au long cours. C'est pas un processus comme on dit, en real-time planning ou en synchronisation temps réel. Il y a différentes étapes, il y a différentes séquences. On va prendre des décisions à chaque étape. Et il est important, c'est de bien préparer chacune de ces étapes et aussi de consacrer quand même un peu de temps sur la performance du passé, plutôt qu'essayer sans arrêt de regarder l'avenir, mais comprendre comment on a performé sur le passé, pour aussi analyser la qualité de nos plans, la qualité de nos données, et de voir comment les projets dans le futur. Aussi, ce qui est important, on voit beaucoup de nos clients qui s'évertuent à regarder les chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a des plans d'action. Il faut travailler ces plans d'action autour du SNOP. Et bon, l'avantage, si je reviens sur des solutions de type Anaplan, c'est qu'on peut vraiment personnaliser au maximum finalement le processus, les données, avec les bons workflows, avec les bons acteurs, avec des logiques d'agrégation, désagrégation de données, mais sans pour autant se dire attention, dans le SNOP, on va tout de suite travailler à l'article, c'est pas le but. Voilà Bertrand pour les quelques points clés, retours d'expérience que je souhaitais aborder.
Merci Antoine pour ce partage d'expérience. Nous allons maintenant aborder la partie, on va dire, résultat de ce projet de transformation et puis partager aussi à nouveau cette expérience, donc des leçons qui ont été apprises par Kenza, qui va nous faire un immense plaisir ce matin, puisque la partie résultat va se passer aussi avec une présentation de l'environnement Ingenico Anaplan et de voir un petit peu comment tout ça, ça s'est mis en musique, Kenza. Tout à fait. Merci Bertrand. Donc effectivement, aujourd'hui, avec une solution déployée dans 100% de nos régions, ce que nous pouvons en dire, c'est que Anaplan nous aide clairement à renforcer non seulement le process SNOP, mais aussi la gouvernance autour et surtout le suivi de nos indicateurs de performance. Donc pour illustrer cela, effectivement, je vais prendre la main pour partager mon écran. Donc, dites-moi quand c'est bon, s'il vous plaît. Ça arrive, c'est parfait. Très bien. Donc, pour commencer, je vais commencer par cette page en fait de report qui montre déjà plusieurs éléments. Donc d'abord, ces pages, donc via ce graphe, permet de voir la répartition de notre sales commit, ce qu'on appelle le sales commit ou le forecast, le plan de vente, à la fois au travers des éléments qui viennent de notre outil CRM directement, donc Salesforce. On voit la déclinaison des opportunités en fonction de leur niveau de confiance et qui représente donc le bottom-up forecast. On voit également sur plus du court et moyen terme pardon, le top-down forecast aussi au travers des bêtes qui viennent donc compléter notre couverture de forecast. Et enfin et surtout la comparaison par rapport à notre revenu commit et donc nos objectifs de revenus. Nos objectifs de revenus. Donc, cette analyse-là, elle est déclinée dans différentes pages en fonction donc, du besoin. Elle est déclinée sur les différentes, sur les familles de produits jusqu'au, voilà, pour avoir des analyses assez fines. Je suis désolée, il faut juste que je fasse disparaître le petit... Hop. Le petit bandeau, je ne sais pas trop comment faire disparaître. Je suis désolée. Bon, bah, c'est pas grave, on va procéder autrement. Donc, l'autre fonctionnalité, qui est une fonctionnalité majeure dans Anaplan que je voudrais partager, c'est celle-ci, concernant le chaînage des produits. Donc, le chaînage qui est en fait une étape aujourd'hui, une fonctionnalité majeure dans notre cycle SNOP, qui permet donc de gérer toutes les transitions de produits ou de manière plus générale de gérer les roadmaps produits sur l'horizon de temps, que ce soit du court, du moyen ou du long terme, c'est ce qu'on voit ici, et d'assurer donc par conséquent la cohérence des part numbers que nous utilisons au niveau du plan de vente. Donc, cette analyse elle est ensuite affinée au travers des différents propriétés des produits, notamment donc le statut, la last time ship, etc. L'autre fonctionnalité, donc Julien a fait référence à ce point qui est majeur et que Anaplan nous permet de faire, c'est de connecter de créer une liaison entre les données qui viennent des différents systèmes. Cette page, donc la fonctionnalité permet de créer la connexion entre les données de vente et les données de commande client. Cet exercice jusque-là était donc assez périlleux et très peu réalisé globalement, de par donc la complexité aujourd'hui dans nos systèmes de faire communiquer les différentes données. Et donc, ce qu'on voit dans cette page, notamment au travers de ce code couleur, sont surlignés en rouge, notamment les lignes. Donc là, on est au croisement pays et part number, qui est la maille la plus fine. Et on va voir donc, en l'occurrence, les
commandes clients qui ne sont pas couvertes par un forecast et donc avec potentiellement un impact, un risque potentiel d'impacter notre SLA. Donc, dans cette page également, on peut gérer ce qu'on appelle des swaps de produits pour donc venir créer une correspondance entre les part numbers forecastés et les part numbers en commande client si nécessaire. Pour finir, j'aimerais partager une page. Voilà. Donc, sur cette page-là, on vient faire le croisement des données de vente avec les données de supply et une analyse de de l'état de stock, une projection de stock. L'analyse se fait en entonnoir, donc on est à la maille entité et la dimension produit. On commence avec une vue assez générale qu'on va décliner ensuite par famille de produits pour notamment cibler les familles qui représentent du shortage notamment et aller cibler l'analyse derrière jusqu'à la maille du part number. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui aident à faire des analyses ciblées plus rapidement. Donc, le stock, on le décline en stock, donc ce qui est en shortage et ce qui est en excess. On a notamment donc un tri des part numbers qui représentent soit le plus d'excess ou celles qui sont en shortage pour pour faire des analyses beaucoup plus ciblées, comprendre ce qui se cache derrière les chiffres. Et voilà, donc cette page permet également, elle offre la possibilité de venir faire des ajustements donc par les équipes supply métier, faire des ajustements de notre plan de supply, donc pour justement remédier soit au shortage, soit aux excess, des ajustements qui sont soit manuels ou en automatique proposés par la solution compte tenu bien évidemment des règles que nous y avons paramétrées. Voilà, donc je pense que vu le temps, on va rester sur ces pages-là. J'aimerais, alors je vais juste arrêter le partage. Donc pour revenir sur la question des enseignements que nous avons retirés du projet. Voilà, j'aimerais quand même mettre en lumière quelques facteurs clés de succès que nous avons identifiés via le projet. Nous en avons identifié 4. D'abord, qu'il ne faut pas négliger ou sous-estimer la phase de préparation de tout ce qui est master data et du data model qui devrait se faire en amont du projet. Cette phase peut être, déjà, elle est très importante. Une application, même si elle dispose d'un certain nombre de fonctionnalités, si la donnée n'est pas proprement paramétrée, si la donnée n'est pas propre non plus, ça ne servirait peut-être à rien. Et donc, voilà, cette phase, elle peut être assez longue compte tenu de la qualité des données disponibles dans les différents systèmes et il ne faut pas donc la sous-estimer et y mettre assez de ressources. Le deuxième point, c'est l'importance de l'architecture du modèle dans Anaplan et donc par conséquent du rôle d'architecte Anaplan qui permet en fait vraiment d'optimiser la solution, que ce soit en termes de volumétrie, mais aussi en termes de temps de réponse de la solution et aussi de son potentiel, de sa potentielle scalabilité, ce qui est intrinsèque à une solution comme Anaplan. Donc, il faut que le modèle puisse porter ça de manière assez fluide. Le troisième point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à privilégier la méthodologie agile si le projet le permet, bien évidemment, pour mettre à disposition rapidement une solution aux utilisateurs et sortir de l'effet de tunnel. Et enfin, le quatrième facteur de succès que nous avons identifié, c'est l'importance de la phase de transfert de compétences ou transfert de connaissances techniques. Je parle bien donc tout ce qui est modèle building au travers des rôles qui auront été identifiés
donc au sein de l'entreprise. Alors, nous, de notre côté, on a fait, donc on a prévu cette phase-là à la fin de l'implémentation de notre premier lot, ce qui serait peut-être mieux et ce que nous recommanderions, ce serait peut-être de l'inclure directement dès le début du projet, si bien évidemment l'organisation globale du projet le permet, et donc d'être en immersion dès le début via ce qu'on appelle le co-build ou la co-construction. Et donc, ça permet de gagner beaucoup plus rapidement en autonomie en interne pour pouvoir voilà, donc répondre plus facilement aux retours des utilisateurs et de porter donc certaines évolutions ou correctifs. Voilà. Merci Kenza pour cet exercice jamais évident que de présenter son outil en live. Le temps de mettre en place la session de questions-réponses. Antoine, est-ce que tu veux réagir sur les propos de Kenza et en particulier les enseignements? Oui, je souhaite compléter ce qu'a dit Kenza. Ce qui est important aussi, donc la partie data est clé et c'est vrai que lorsqu'on fait un cadrage, on cadre trop souvent donc les processus, mais il faut regarder aussi la partie data model, disponibilité des données. Il faut aussi passer du temps avant de rentrer dans la phase du design sur ce qu'on appelle les user stories. Et ça, c'est clair, il faut qu'elles soient bien définies, bien fines, bien comprises par les équipes métiers. Et le mieux, je dirais, c'est qu'elles soient même, potentiellement, on voit chez certains clients, écrites par les équipes métiers, bien sûr, en support de site web. Donc, ce qui est important aussi, c'est sur la phase de knowledge transfer. Je suis assez d'accord avec Kenza. Alors, soit vous êtes dans une logique où finalement l'intégrateur finalement fait le design, teste avec les équipes métiers et à un moment donné, on fait rentrer les équipes métiers, on transfère peut-être tardivement finalement toute la connaissance en fait de l'outil. Et là, ça nécessite plus de temps parce qu'il faut travailler dans le détail la documentation technique, passer du temps avec les équipes. Et donc, si on peut très en amont donc faire du co-build, ça finalement ça facilitera le knowledge transfert. Le but, c'est pas que l'intégrateur soit sollicité à chaque fois dès qu'il y a des évolutions à faire dans le futur, mais c'est bien qu'à un moment donné, c'est donner l'autonomie donc aux équipes clients pour pouvoir être agile et utiliser l'outil. Autre point que je souhaitais souligner pour conclure, c'est que finalement, Kenza a parlé de cette méthode agile et c'est vrai, c'est la force des outils comme Anaplan, donc les EPM. Donc c'est assez rapide et on voit bien que on rentre très vite dans une phase de conception détaillée, de design, versus finalement les logiciels du marché plus classiques. Voilà. Et donc, il faut être très agile, mais très agile, ça ne veut pas dire d'être rigoureux dans la démarche. Et là, ça nécessite finalement de bien structurer le projet, de bien suivre le projet, de prendre les bonnes décisions, de se dire, là, on va peut-être arrêter les développements, on passera dans une deuxième étape. Et donc, ça nécessite aussi finalement une bonne rigueur en termes de finalement de démarche de projet. Donc, voilà ce que je souhaitais rajouter par rapport au point illustré par Kenza. Merci Antoine pour le partage. Nous allons donc rentrer dans la partie questions et réponses. N'hésitez pas à continuer à nous les poser, à la fois sur le chat et sur l'onglet questions Q&A. Peut-être la première question, enfin deux questions d'ailleurs qui portent sur le même thème pour Julien, revenir sur l'organisation aujourd'hui des équipes de Ingenico. Donc les deux questions, qui participe au SNOP, équipe, département, niveau hiérarchique, qui est responsable du process? Et autre question, qui sont aujourd'hui les acteurs métiers qui sont utilisateurs sur Anaplan au niveau filial et central? Comment sont organisées les équipes, Julien? Oui, alors les équipes, donc on a des équipes qui sont, on va dire, estampillées SNOP, donc une équipe SNOP centrale et des équipes SNOP régionales. Ces équipes-là appartiennent, je dirais, à l'organisation opération en termes d'organisation. C'est cette équipe-là, enfin ces équipes-là,
qui ont en charge le process, donc elles sont responsables du process, responsables de coordonner l'ensemble des briques qui participent au SNOP. C'est elles qui vont manipuler l'outil. Ça se fera en interaction principalement avec les responsables commerciaux, donc notamment les responsables commerciaux au sein de chaque pays, pour pouvoir valider les informations de demande, car à la fin du process, on va demander le tampon du responsable commercial pour valider son plan de vente et ce pays par pays. Donc ça, c'est pour la constitution, je dirais, du process. Et en fin de process, on a une revue, on a au cours du process plusieurs points de contrôle qui impliquent les responsables régionaux, opérations et ventes. Et en toute fin de process, on a une revue exécutive qui partage les infos au niveau CEO de l'entreprise. Donc CEO, CFO, COO de l'entreprise participent tous à cette revue exécutive qui est là pour mettre la lumière sur finalement tous les gaps qui existent entre les différentes vues sales, revenus, donc financières et supply, et mettre en évidence des décisions qui doivent être tranchées s'il en reste à ce stade-là. Parfait, merci Julien pour la précision. Seconde série de questions qui vont porter plus, je vais dire, sur le périmètre d'utilisation d'un appelant. Donc, un gynéco utilise quelle fonctionnalité planning de Anaplan? Donc, revenir peut-être un petit peu sur qu'est-ce que vous faites en termes de planification. Et une deuxième question sous-entendue, Anaplan intègre-t-il la vision reporting telle que proposée par les outils DataVis du marché, avec fonction drill down notamment? Qui veut prendre cette question-là? Julien, Kenza? Je peux la prendre. Donc, au niveau de la fonction drill down, par exemple, elle est disponible nativement dans Anaplan, ce qui est très pratique parce qu'à chaque fois que vous consultez une information, donc au croisement de plusieurs dimensions géographiques, dimensions produits notamment, eh bien, vous allez pouvoir faire un drill down pour voir finalement ce qui se cache à un niveau plus détaillé derrière cette information-là. Et aller réaliser un drill down jusqu'au dernier niveau, jusqu'au niveau le plus fin, pour pouvoir vérifier quel est le contenu finalement, quand vous avez une information agrégée, de quoi se compose cette information agrégée. Après, pour revenir sur la première question en ce qui concerne les fonctionnalités planning d'Anaplan, en fait, ce que l'on utilise, c'est tout ce qui est, je dirais, paramétrage très très facile des calendriers financiers. Donc, je pense qu'Anaplan a une capacité très forte de s'adapter à peu près n'importe quel calendrier financier et opérationnel des entreprises. Donc ça, c'est complètement natif dans l'outil. Et après, en ce qui concerne des capacités, on va dire, de planning avancé et de faire de la prévision basée, par exemple, sur des historiques et tout un tas de paramétrages, pour le moment, on n'a pas opté pour ce type de fonctionnalité parce que ce n'était pas notre priorité. Notre priorité était vraiment le partage d'informations, arriver à faire converger et communiquer des informations venant de différents systèmes. Donc, on a vraiment axé ce projet sur cet angle de vue et sur l'aspect responsabilité, accountabilité d'un plan de vente au niveau des forces commerciales comme étant la direction à suivre pour l'entreprise. Après, il faut aussi avoir en tête que, je vous parlais, on a à peu près donc une trentaine de pays à gérer d'un point de vue des forecasts commerciaux. Cependant, on a une diversité de produits qui est quand même relativement limitée. Si on veut avoir une bonne image d'un plan moyen à long terme à l'échelle d'un pays, en général, on va avoir besoin d'une dizaine de références produits
pour avoir un plan représentatif à moyen long terme. Et donc, s'agissant d'une dizaine de produits, c'est quelque chose qui est gérable, entre guillemets, de façon assez manuelle, et on n'a pas forcément besoin de rentrer aujourd'hui dans un paramétrage complexe nous permettant de sortir la même information. Donc, pour le moment, les informations top-down sont gérées d'une façon relativement manuelle, mais l'important, c'est plus que ces informations-là sont formalisées au sein d'un outil accessible de tous, partagé de tous, et que l'on peut à tout moment faire la combinaison que l'on veut entre les données bottom-up et les données top-down. Donc, c'est plus sur cet aspect-là que l'on on va dire que l'on a investi. Parfait. Merci, Julien. Peut-être la dernière question, revenir sur un sujet qui est toujours très important, le change management. Pouvez-vous parler un peu plus sur votre change management? Quels étaient les challenges pour mettre en place une façon différente de travailler pour une organisation comme la vôtre, présente dans plusieurs pays? Pour Kenza et réaction aussi d'Antoine, le change? Oui, là, je peux prendre. Alors, effectivement, le change n'est jamais facile quand on s'adresse à un nombre aussi important d'utilisateurs qui ont, donc comme l'a expliqué Julien, on a à peu près 15 structures, 15 pays en interfaçage d'un point de vue supply, qui ont bien évidemment chacun leur façon de faire historique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution en soi n'est pas complètement différente de l'ensemble des pratiques qu'on fait. Il y a bien évidemment des bonnes pratiques dans chacun des pays qu'on a récupérées, qu'on a également implémentées, qu'on est venu renforcer. Par contre, on a quand même fait un travail sur le change, donc avec l'aide de Sitwell. On a eu une phase de préparation déjà qui se décline en d'abord identifier les différents acteurs, leurs impacts sur le projet, leur quelque part niveau de réticence, leur niveau d'implication, etc. Donc il y a eu un travail de diagnostic cadré avec l'aide de Sitwell. Et puis derrière, donc en fonction du résultat de cette phase de diagnostic, il y a eu un plan d'action adapté en fonction des acteurs, de leur implication, donc que ce soit des plans de communication seulement, des plans de formation. On a également on a mis en place des questionnaires pour prendre de temps en temps donc la température, voir où on sent les différents acteurs en termes d'implication, en termes de compréhension, etc. Donc voilà, c'est un process continu qui a commencé par une analyse et qu'on continue à suivre aujourd'hui via quelques indicateurs via le questionnaire. Donc, Antoine, je te laisse peut-être compléter. Oui, Kenza, voilà, un point essentiel pour moi, et donc tu l'as dit, Kenza, c'est tout ce qui va toucher la communication. Donc, c'est communiquer, continuer à communiquer tout au long du projet. Donc, ça c'est très important. Donc, le baromètre a été aussi utile parce que vous questionniez vos collaborateurs à la fois sur des volets sur est-ce que l'information est suffisante, est-ce qu'on a compris le processus, est-ce que les gens adhèrent au processus, est-ce que les gens commencent à participer au processus. Donc, il y a eu cet aspect-là, mais la communication est essentielle. Autre point que je serais rajouté, c'est peut-être aussi finalement la force d'un outil comme un Anaplan, c'est que vous n'avez pas forcément souhaité de dire tout le monde doit travailler de la même façon. Je prends le cas du processus de demande en disant vous allez devoir travailler tous de la même façon. Dans le processus de demande, il y a des signaux d'opportunité, il y a des signaux de prévision, il y a des signaux de commande. Et parfois, dans certains pays, dans certaines régions, la notion d'opportunité est peut-être moins qualifiée que dans d'autres pays. Ils ont dit, finalement, est-ce que je dois faire entrer tout le monde dans le même moule, ou au contraire, on me dit, je sais de m'adapter en disant, attention, dans ce groupe de pays, finalement, on va pouvoir, la notion d'opportunité est fiable, on va pouvoir travailler ce signal-là, alors qu'ailleurs, elle est peut-être un peu moins fiable. Donc, ça fait partie aussi du change, finalement, de se dire, c'est quoi le processus qu'on met en place, comprendre les spécificités, les particularités des uns et des autres, et puis d'utiliser finalement la force d'un outil comme un Anaplan pour pouvoir s'adapter.
Merci pour cet échange, merci pour toutes ces informations, cette histoire. Merci Kenza, merci Julien, merci Antoine. Merci surtout à vous d'avoir participé donc, à cette session ce matin. Nous aurons la possibilité d'échanger plus avant. Vous avez des contacts ici. Si vous avez des questions, vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le projet, sur Citwell, sur Anaplan, nous sommes à votre disposition et nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt pour la prochaine session. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci à tous. vous. Merci.